Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les jeudis de la formation. Nous répondrons à toutes vos questions dans la dernière partie de cette émission. La vérité sur les prothèses mammaires, il y en avait bien besoin, c'est comme si une malédiction touchait cette prothèse censée réparer les erreurs esthétiques de la nature avec plutôt d'excellents résultats lorsque le chirurgien est compétent. Pourtant, elle paie un tribut au scandale médiatique. Il y a un peu plus de 20 ans, l'affaire des prothèses qui favorisait l'apparition de maladies auto-immunes, une vraie fake news, comme on dit aujourd'hui, mais qui a longtemps jeté la suspicion sur l'acte. Puis il y a eu le scandale des prothèses PIP. Là, rien à dire, il s'agissait d'un acte frauduleux. Enfin, depuis quelques semaines, sont décrits, à grand renfort de communiqués de presse, les lymphomes dus à un type bien particulier de prothèse. Ce n'est pas une fausse information, mais il est important de dire la vérité sur ce qui est un phénomène extrêmement rare, en particulier dans notre pays. Toutefois, c'est encore un coup porté à une technique qui ne donne pas que dans l'esthétique, puisque les reconstructions en cas de cancer du sein sont en plein essor et qu'il ne serait pas bon de priver les femmes de ce qui pourrait leur permettre de retrouver des formes dont l'absence est vécue comme une sorte de double peine. Deux spécialistes avec nous ce soir. Le docteur Nathalie Bricou est une spécialiste incontestée de la chirurgie du sein, aussi bien esthétique que reconstruction. Le docteur Rémi Salmon est l'ancien chef de service de cette chirurgie à l'Institut Curie, un nom qui compte dans le monde de la cancérologie, comme j'ai pu le constater au récent congrès sur le cancer du sein, le célèbre San Antonio Breast Cancer Symposium, qui vient de se terminer ce week-end. 3 parties dans cette émission: réhabiliter s'il le faut les prothèses, pas toutes, faire le point sur la reconstruction et enfin donner aux médecins traitants quelques éléments de réponse pour leurs patientes intéressées seulement par l'esthétisme. Mais auparavant, je vous rappelle que vous pouvez dès maintenant poser vos questions à notre invité grâce à la boîte de dialogue située en dessous de votre écran. Ces questions, elles arrivent. Elles arrivent déjà sur mon écran. Donc, c'est parfait. Nathalie, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, c'est vrai que nous sommes en direct. J'oublie toujours de dire bonsoir. Il y en a qui disent « Ah, le ne serait peut-être pas en direct ». Si, nous sommes en direct. Les femmes qui vous consultent depuis quelques semaines sont plus inquiètes ? Pas tellement, et ça, c'est l'occasion pour certaines de faire une visite de contrôle qu'elles oublient un peu de faire lorsqu'elles ont des implants. C'est vrai que les médias n'ont pas d'effet Si, les médias ont fait que justement elles ont téléphoné un peu plus, mais sans que ma secrétaire soit débordée, mais parce que je retrouve là le travail d'information que je fais depuis des années et l'information que je leur avais déjà remise. Rémi Salmon, racontez-nous alors le début de ces soubresauts de la vie des prothèses. On a vu il y a 20 ans des histoires de maladies auto-immunes complètement faux. Oui, c'était faux, mais on disait que le silicone pouvait être responsable de la survenue de maladies auto-immunes. Il a fallu près de 10 ans pour démontrer que c'était pas vrai. Et pendant 10 ans, on a mis des prothèses en sérum. À la place parce que les prothèses en silicone... Et la notion de prothèse de cancer du sein a toujours existé dans les questions des femmes ? Ça a toujours existé, c'est-à-dire que quand une femme a été traitée d'un cancer du sein, elle a toujours une certaine angoisse à l'idée que quand on fait quelque chose, qu'on touche cette région, ça puisse réactiver la maladie. Ça n'a jamais été prouvé, mais il y a toujours cette crainte de révéler une maladie qui peut être légitime mais qui est fausse. Nathalie, vous êtes venue dans ce studio parler du scandale des prothèses PIP. Vous en résumez très vite parce que quand même, vu que c'était une malversation. C'était une malversation parce que le fabricant n'a pas respecté ses engagements, c'est-à-dire s'est fourni en matières premières non agréées, ça lui revenait moins cher, et qu'à l'époque, les contrôles étaient sur rendez-vous. Depuis, il y a eu des exigences renforcées sur la fabrication des implants mammaires, et c'est quelque chose qui ne peut plus se produire parce qu'il y a des contrôles inopinés. Mais vous voyez des baisses de marché dans votre pratique, c'est-à-dire que scandale, ça baisse, plus de scandale, ça monte. Non, ça reste quand même quelque chose qui est... Alors, il y a quelques... Oui, Rémi ? Oui, il y a quand même, en matière de cancérologie en particulier, beaucoup de femmes qui commencent à nous dire « je ne veux pas de prothèse ». Parce qu'il y a eu les PIP, maintenant il y a l'histoire des lymphomes, et elles disent « est-ce qu'il y a d'autres moyens ?» Et il y a en effet un autre moyen, mais je vais peut-être prendre oui, alors s'il y a un autre moyen que les prothèses, bien sûr, on va en parler. Mais là, on est dans l'histoire. Mais il y a beaucoup de femmes qui disent nous ne voulons pas de prothèses. On veut se faire reconstruire. Même si Nathalie Bricou dit que ça ne les a pas trop inquiétées, on a eu... Oui. Il y a une nuance, c'est que maintenant elles ont compris qu'une prothèse n'avait pas une durée de vie éternelle. Alors qu'à un moment donné, c'est une information
qu'elles n'enregistraient pas. Vous leur disiez quand même. Je leur disais, mais ça n'enregistrait pas. Mais c'est surtout dire aussi que si on donne à un implant une durée de vie moyenne de 10 ans, ça peut être beaucoup plus, mais que surtout, ce n'est pas une évolution figée dans le temps. On dit quoi alors maintenant? Vous dites la même chose à vos patients? Oui, je changerai votre implant un jour ou l'autre, mais n'oubliez pas que ce n'est pas un arrêt sur image le plus tard possible, mais n'oubliez pas que votre sein il va évoluer aussi et que de toute façon, il y aura un rééquilibre à faire. Donc, ce n'est pas forcément une catastrophe de changer un implant. Rémi, il n'y a pas de chirurgiens qui sont un petit peu plus interventionnistes que d'autres Non, je crois que ça impose de toute façon un retour en salle d'opération, une anesthésie générale. Donc, c'est toujours quelque chose qui les oblige à réfléchir. Bon, nous, on a eu la chance de voyager. La semaine dernière, on était à San Antonio, Texas. Vous n'étiez pas là, Nathalie, je suis désolé, mais Rémi était là et on était bien évidemment tous questionnés par cette histoire de cancer lié à une certaine forme de prothèse. Vous nous résumez ça très vite? Alors, les lymphomes, ce n'est pas exactement des cancers. Oui, déjà. C'est une maladie hématologique à partir des lymphocytes qui se développent dans la capsule de la prothèse. Autour d'une prothèse, c'est toujours une espèce de réaction fibreuse qui se fait et dans laquelle il y a des lymphocytes. Certaines prothèses, je laisserai Nathalie parler du type de prothèse. Et en fait, il y a eu une recherche internationale qui a été faite. Il y a 518 cas décrits dans le monde, ce qui est très mince. Sur combien de prothèses dans le monde, on ne sait pas, à peu près. Des milliers Nathalie, ou les des femmes, millions. elles connaissent les chiffres. Il y a eu 56 cas de lymphome anaplasique à grandes cellules décrits en France, 56 cas. 900 000 implants. Et dont... Donc le chiffre m'intéresse, vous dites sur combien de prothèses mises en France? En 2011, on estime à 500 000 femmes porteuses d'implants mammaires, 80% esthétiques, 20% reconstruction, ce qui a fait 900 000 implants. Et 50 sur ce... 56 cas. Ouais, là, on est dans... Sauf alors, que... c'est 56 de trop. C'est 56 de trop, et ça concerne un certain type de prothèse aussi. Et c'est grave comme lymphome? Alors, ce n'est pas un lymphome très grave, surtout quand c'est diagnostiqué tôt. Ça fait même partie des lymphomes qui peuvent être guéris par un simple geste chirurgical. Et il n'y a eu, en fait, sur les 56 cas, que 12 décès pour une maladie hématologique qui est considérée comme quand même assez sérieuse. On sait pourquoi il y a ce lymphome, c'est les lymphocytes qui sont énervés par la prothèse? Énervés, en tout cas, l'irritation chronique d'un tissu quel qu'il soit, ou par exemple, comme dans les brûlures, il y a des cicatrices qui peuvent se transformer. L'irritation liée à la prothèse favorise une transformation. Alors, Nathalie Bricou est arrivée avec sa collection de prothèses, à laquelle elle tient beaucoup. Montrez-nous la méchante prothèse. Prenez-la dans la main. C'est celle-ci, mais je voudrais vous faire un bref... Non, mais on va revenir. Alors, mais vous c'est savez, celle-ci. On n'est pas dans un cours, on est alors, tranquillement. c'est ce qu'on appelle une macrotexture, c'est-à-dire une prothèse extrêmement rugueuse. Et il y a une autre hypothèse que simplement l'irritation chronique. Les bactéries adhèrent très très bien sur les silicones. Donc, on se demande si ça n'a pas favorisé une prolifération bactérienne responsable d'une inflammation chronique au long cours. On revient toujours sur le thème de l'inflammation chronique. Donc, c'est là non, cette prothèse? C'est une prothèse à macrotexture de la marque actuellement Allergan, qui initialement était Magan. Je vous rassure tout de suite, toutes les questions qui arrivent, c'est là-dessus. Est-ce que toutes les prothèses de la marque Allergan sont recrutées? Merci. Est-ce que recrutées, c'est-à-dire sont connues? Il y a Allergan fait des prothèses non texturées. Non, mais celle-là... Ouais, alors justement, dites pour les défendre un peu, Allergan qui fait ce type de prothèse... depuis 91. Depuis 91. Alors, il y a un problème, c'est que depuis 91, 55 cas, et on n'en parle qu'aujourd'hui. C'est quoi le problème, là? Il y a une grande sensibilisation autour des prothèses qui est apparue après les PIP. Oui. Donc on est beaucoup plus vigilant. Et d'autre part, les prothèses PIP, il fallait les retirer, mais ça ne donnait pas de maladie grave. S'il y avait des fuites de silicone, ce n'était pas une maladie grave. Par contre, la survenue d'un lymphome, ça nécessite un geste chirurgical et éventuellement un traitement médical. Oui. Donc, mais enfin, quand même, depuis 1997, il faut entre 7 et 10 ans pour que survienne la maladie. D'accord. Donc ça, c'est une notion importante. 7 et 10 ans après la pose des implants. Donc ça se traite et le pronostic n'est pas forcément toujours... Non, le pronostic n'est pas mauvais. On traite en enlevant la prothèse, je suppose. Surtout toute la capsule qu'on a fabriquée autour, c'est-à-dire la réaction fibreuse, la réaction de l'organisme à ce corps étranger, et il faut faire une capsulectomie totale. Alors,
On y arrive, Nathalie Bricou, sur votre moment où vous vouliez nous montrer les textures. Alors, quand j'étais pas né, on posait quoi comme prothèse? C'est Alors, celle-là, la première? 1963, premier implant lisse, gel de silicone fluide. Ouais. Beaucoup de ce qu'on appelle de coques. Tout le monde sait ce que c'est les coques. Maintenant, c'est le sein dur. C'est pas terrible, ça paraît... Bah non, c'est parce que la surface diminue sur un volume constant et ça devient une boule Vous dure. n'en mettez plus de ça? Ça, cette catégorie-là, Ouais. j'en ai jamais mis. C'est Ah bon, plus d'accord. ancien que Que votre exercice. Voilà. Bon, d'accord. Alors, on passe Donc, après, celle d'à côté. Eh bien, en 68, Ashley présente une prothèse recouverte de polyuréthane et là, le taux de coque diminue considérablement. Et le polyuréthane, c'est une super macro-texture. Sous les pavés, la super macro-texture, Voilà. c'était le Seulement, il y a slogan un de seul l'époque. fabricant qui a le brevet. Donc D'accord. les autres sont un peu jaloux, ils disent qu'est-ce qu'on va faire? Ils inventent les textures. Cette texture avec un côté très faiblement rugueux existe depuis les années 70. Et D'accord. j'insiste parce que il n'y a pas de lymphome lié à ça. Ouais. Et actuellement, dans le monde et en France en particulier, on fait un amalgame sur le mot texture Ouais. parce que seule cette macro-texture est incriminée dans 8 cas sur 10 de lymphome, sûrement, et les autres, on ne sait pas trop s'il n'y a pas une histoire, et les autres sont tout à D'accord. fait écartés. Alors, vous nous Après- avez amené 3 autres. Je me dis, moi, Oui. quel est le prochain sein que je vais toucher avec une Alors, texture dernière nouvelle? génération de texture, je parle de surface, Ouais. c'est ça, c'est très doux, c'est très proche de ça, mais Ouais. c'est pas tout à fait ça. Mais c'est plus lisse, si je puis dire, que celle-ci. Montrez-les bien parce qu'on ne voit pas la C'est table. plus lisse, celle-ci est plus lisse que celle-ci qui Ouais. est l'ancêtre de la Ouais. texture et très agréable et correspond aussi à des gels particuliers. Et enfin, je voulais vous montrer quand même un implant anatomique qu'on utilise beaucoup dans les reconstructions parce qu'il a une forme. Dans une reconstruction, il n'y a plus de sein du tout. Il faut tout recréer. Mais La ça ressemble base, bien, ça ressemble bien à un ça sein, ressemble ça. à un sein. C'est pour ça qu'elles sont très utiles en reconstruction. Et pas pour les autres, Mais pour les... Si, il y a des indications, mais Ouais. moins essentielles qu'en reconstruction. Seulement, qui dit implant anatomique, pour éviter qu'il tourne, il faut qu'il soit oui. immobilisé, 10 macrotextures. Donc il y a celle d'Allergan, mais il y en a d'autres. Or, si on arrête les macrotextures, il va falloir trouver un autre moyen Eh ben, de c'est quoi, fixer les c'est quoi la anatomiques. dernière méduse que vous avez sur votre table? C'est une autre forme pour vous dire aussi que... C'est anatomique aussi, ça, Non, ça, c'est pas anatomique, c'est une ronde, mais quand on dit un implant rond, il peut y avoir un profil bas, un profil haut, il y a des tas de choses, il y a des tas de formes, mais on n'a parlé que de texture. Bon, alors. Je voudrais insister juste sur une chose, il faut arrêter de dire tous les implants texturés sont à mettre au rencard. Ah, d'accord. C'est une seule qui est majoritairement concernée par les problèmes de lymphome. Rémi, quand vous êtes devant une femme et que vous voyez cette excellente présentation, vous choisissez quoi? C'est quoi comme Alors, j'écoute d'abord ce que veut la femme, Oui. puisque pour le moment, comme vous le savez, il y a encore 70% des femmes en France qui ne se font pas reconstruire après un cancer du sein. On va y C'est venir. encore considérable. Après, je trouve que au cours des 10 dernières années, il y a une technique qui a immensément progressé, qui est le lipofilling. Alors ça, c'est ce que vous vouliez dire pour les femmes qui ne veulent pas de prothèse. Voilà. Et puis, Vous n'avez pas l'air d'accord, Nathalie Et Bricou. puis, vous pouvez reconstruire des femmes avec du lipofilling. Et vous pouvez même refaire des seins exclusivement avec le lipofilling. Le lipofilling consiste Oui, à alors prendre il faut expliquer. On prend de la graisse, on prend de la graisse Ouais. chez une femme qui, parfois... on fait une liposuction On fait une liposuction et on réinjecte et on ça. dans- réinjecte. Avec un certain nombre d'inconvénients. Le premier, c'est qu'il n'y a que 70% de la graisse qui prend, c'est-à-dire qui reste. Et On le- perd c'est- 30% du Ah oui. volume que l'on Donc il faut réinjecte. intérêt à faire un sein plus gros que prévu. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut, la plupart du temps, plusieurs séances de lipofilling pour Alors, obtenir une alors, reconstruction exclusive. Je Je sais qu'on- termine. Oui. Et ce que l'on a aussi appris, c'est que pour reconstituer des volumes, on peut mettre une prothèse Et rajouter de la graisse. et corriger les défects esthétiques induits par la prothèse avec Je un savais complément bien par qu'à un lipofilling. moment, vous alliez vous retrouver sur un terrain. Oui, oui. Apparemment, cette reconstruction à la graisse, vous n'êtes pas trop favorable. Mais c'est un des arguments pour lesquels les femmes arrivent en disant « je veux pas de prothèse, je veux un sein avec de la graisse ». Ah oui, madame, vous mesurez... Pour une reconstruction, hein, je ne parle pas pour Oui, un... oui, vous mesurez 1,70 m et 55 kg, je la trouve où, la graisse?
Non, Par mais- contre, ah bah en oui. complément, Mais oui, il y a c'est très pas peu très fréquent, d'indications. quand même, ça. Même Emmanuel Delay, qui est quand même promoteur du lipofénig en France, dit je fais 5% des cas Oui, avec. mais enfin, vous n'êtes pas obligé d'avoir que des mannequins de l'agence élite qui viennent se refaire Non, mais faire il y a les deux seins. choses. Il y a des femmes. La graisse, c'est pas ce qui manque en règle générale. Même moi, j'utilise beaucoup le lipofénig, mais en complément En d'une autre complément. Bon, technique, vous êtes pour à peu près modeler les d'accord. retouches. Mais- Bien sûr, mais- là c'est mais- génial. mais- En lipofénig exclusif seul, c'est rare. Bon. Et c'est souvent 4 ou 5 temps, et c'est un peu fastidieux. Ouais. Bon, enfin, il faut savoir, ça existe pour ceux qui ne voudraient Ça absolument existe. pas de prothèse. Quand c'est l'indication. Dites-moi, il y a une chose justement, que c'était la question, les premières questions qui arrivaient. Apparemment, on ne sait pas qui a quoi comme prothèse. La CNIL s'est mis en travers de tout ça, Rémi? Non, la CNIL a interdit la réalisation d'un registre des prothèses en France, C'est registre qui avait absurde. été C'est demandé absurde. par les, Oui, par les plasticiens. plasticiens. Non, mais vous confirmez que Oui. c'est absurde, j'entends Je dire. ne me permettrai pas Non, de je mettre sais que en vous cause êtes la en CNIL. mais Nathalie Si. Bricoul l'a dit, donc c'est comme si vous l'aviez dit. Mais c'est évident que dans ces conditions, quand on demande à la ministre quel est le nombre de prothèses mis en France et que par ailleurs Allergan refuse de donner ces informations qui a un Donc elle dit, je ne sais caractère pas. je ne dis pas, je ne sais pas, un ministre sait toujours, oui, mais, mais, il tourne la difficulté. Et alors le fabricant, lui, aussi refuse de donner... il n'est pas C'est pas qu'il obligé. refuse. La traçabilité du fabricant, elle est précise et légale. Il doit enregistrer les implants qu'il livre à la personne qui les a commandés, c'est-à-dire le chirurgien ou la clinique ou l'établissement hospitalier ou on le va distributeur. Tout de suite, il y en a 3-4 questions qui viennent. Oh, je dis quoi à mes patientes qui ont une prothèse? Eh bien, d'abord, elles doivent avoir quelque part, le chirurgien a dû leur remettre une carte qui est dans les boîtes d'implants, donc il y en a, on colle l'étiquette dessus, il y a le numéro de série, il y a le numéro de lot, c'est une obligation du fabricant. Le chirurgien doit la remettre à la patiente et indiquer dans son compte-rendu opératoire. Volume, puisque lorsque l'on marqué. veut changer la prothèse, il faut qu'on sache le volume. Pour... C'est alors, marqué sur l'étiquette. C'est comme les donneurs de sang, hein. Il y en a qui ont toujours leur carte qui vous la montrent. Il y a les femmes qui ont des prothèses mammaires, j'ai assez rarement vu sortir leur carte en disant j'ai une prothèse Moi, je ne mammaire. conseille pas de les garder sur elles, parce que si elles se font voler leur sac, elles le perdent, Ouais, mais d'avoir dans leur d'avoir dossier quelque médical part. à la maison Bon, de c'est une l'avoir. réflexion féminine. Au pire, au pire de retourner vers leur chirurgien si elles l'ont perdu, ou l'établissement de santé, qui a une obligation de traçabilité par la pharmacie de ce qu'il a, de ce qui a transité dans son établissement. Et puis, si d'ailleurs elle vous dit rien, c'est peut-être une bonne occasion de rappeler à l'occasion le suivi habituel de cette Tout à chirurgie. fait. On Donc se c'est fait quoi suivre une fois par an, que ce Une soit fois son par an pour une plasticien. prothèse? On fait suivre ses seins une fois par an, déjà, n'est-ce pas? Tu ne vas pas me dire le contraire. Non, Bon. mais On doit se faire suivre une fois Ça par an. dépend de l'âge. Bien sûr. Oui. Bon, mais avant, à part une femme qui a été opérée, je lui dis, vous avez besoin d'un suivi clinique une fois par an. Je préfère que ça soit moi, mais je ne peux pas non plus tout voir, ou leur gynéco ou leur médecin traitant. Et le suivi, la seule façon de dépister l'usure d'un implant, c'est la radiologie. Donc avant l'âge des mammographies légales, eh ben, c'est une échographie annuelle à partir de 7-8 ans, parce qu'elles ne verront rien cliniquement. Bon, Je pense, oui. je peux rajouter quelque Ouais, chose, allez-y, c'est complètement différent dans l'esthétique et dans la cancérologie. ça tombe bien parce qu'on aborde la reconstruction. Parce que la cancérologie, par définition, Définition, les Ils sont bien patientes, suivis. on leur propose une surveillance et Ouais. au cours de la surveillance, il y a une imagerie mammaire. Ouais, ouais, bien et donc, sûr. Voilà. Alors, on va parler de reconstruction. Vous avez donné un chiffre quand même qui fait froid dans le dos tout à l'heure, sans vous en rendre compte. 70% des femmes ne font pas reconstruire leur sein après ablation en cas de cancer. Raison, parce qu'elles ont vraiment autre chose à penser ou parce qu'on ne rembourse pas assez, on ne leur dit pas assez. C'est quoi? Il y a une infinité de raisons. Il y a une première raison qui a, dans la pyramide d'âge des cancers du sein, un certain nombre de femmes âgées. Oui. Et quand on ne fait pas de ce qu'on appelle de reconstruction mammaire immédiate, l'idée de retourner au bloc opératoire chez une femme de 75 ans, alors qu'il n'y a pas de contre-indication à une reconstruction avec l'âge, mais elles n'ont pas envie de retourner au bloc pour se faire mettre une prothèse. Et puis si vous rajoutez les PIP plus le scandale des lymphomes, Elles se disent on elles disent ne touche plus à mes seins, tout ça pour faire plaisir voilà, à alors mon on met esthétisme. les prothèses dans le soutien-gorge et il y a des prothèses qui sont tout à fait adaptées. Mais vous conseillez ça sans arrière-pensée, la reconstruction? Elles viennent me voir, moi, parce qu'elles en ont envie. Non, mais il y a des femmes qui... Alors vous voyez peut-être que les femmes qui ont envie de se faire reconstruire, mais vous avez travaillé par exemple à Curie où vous traitiez plein de femmes. Est-ce que c'était quelque chose dont vous parliez suffisamment tôt? Moi, j'ai changé d'avis au cours des années. C'est-à-dire qu'avant, en cancérologie, il fallait que les patientes guérissent. Ouais. Et puis, on a commencé à faire des techniques de traitement conservateur, de Ça, l'oncoplastie. c'est typiquement un truc d'homme, ça, non? Oui. Ah oui.
Comment ça, c'est C'est un truc d'homme, c'est Si. les hommes. Les chirurgiens hommes n'ont peut-être pas les mêmes conseils que les chirurgiens C'est femmes. exactement la même chose. Ah bon? On a évolué dans le temps. Ouais. Aujourd'hui, on parle dans la cancérologie beaucoup de la fertilité, qui était une chose dont on ne parlait jamais pas. il y a 20 ans. Bon, alors là, dites-moi, oui. Il y a quand même une chose, les études statistiques prouvent que les femmes qui se font reconstruire à pronostic égal ont une meilleure survie que celles qui ne se sont pas fait reconstruire. Ah bah si, ça a été publié. Bon, là, Non. bon. Si. Le pronostic, il est lié à la biologie de Oui. la Oui, tumeur. mais peut-être que c'est lié aussi Comme il y a à la l'exercice volonté. physique. Là, on était à San Antonio, on a vu que l'exercice physique avait une vraie... L'exercice Ouais. physique. Donc, Et je pense que Mais ça fait également, partie de le de biais l'image. qui explique le meilleur pronostic des prothèses, c'est parce que c'est probablement des patientes qui sont en meilleure santé, qui ont se des font tumeurs moins surveiller. Oui, agressives, j'avais entendu qui ça. se font On construire. peut poser des prothèses dans tous les cas de cancer. Non, ce n'est pas une question de cancer, c'est une question de tissu résiduel. Voilà, c'est une question de tissu, c'est-à-dire que si vous avez fait une mastectomie, d'ailleurs, a priori, par définition, c'est pour un cancer, Ouais. et quand vous avez fait de la radiothérapie, la mise en place d'une prothèse seule donne des mauvais résultats esthétiques. Ah oui. Mais il y a des femmes qui ne veulent pas avoir ce qu'on appelle des lambeaux, c'est-à-dire l'apport de tissu non irradié, et qui veulent un volume quand même. Mais ça donne, après radiothérapie... Vous c'est abordez systématiquement la question maintenant en cancérologie de la reconstruction. Mais Vous je vais n'attendez dire- pas que je les vais femmes... dire je vais dire une chose horrible et qui va me mettre à dos tous les plasticiens. Je dis Allez-y, on va que voir. mon père, autrefois, avait un râtelier et que quand je part mal, rentrais hein. dans sa chambre, il y avait les dents qui étaient dans le verre à côté du lit. Oui. Et maintenant, on met des implants. Oui. Il n'y a plus de gens Oui, avec c'est des vrai, râteliers. ouais. Eh bien, c'est la même chose quand vous avez une prothèse mammaire, que vous rentrez chez vous le soir, que vous ne savez pas où la mettre. Oui. C'est beaucoup plus volumineux Oui. qu'un râtelier, hein, une Ouais. prothèse. Alors, pour les jeunes médecins qui nous regardent, râtelier, ça veut dire tout simplement Prothèse Dentier. une prothèse dentaire, un dentier. Hein. Voilà, un dentier. Eh bien, je dis maintenant aux patientes, c'est la même chose par analogie, mais je sais que je vais me faire beaucoup d'ennemis maintenant, mais c'est une bonne comparaison. Et les, Ah, et d'accord. les femmes Bah oui. comprennent très bien l'histoire de l'implant dentaire. La première fois, j'avais à peu près 32 ans et j'ai vu arriver une jeune femme qui avait mon âge et qui m'est arrivée en pleurant, en disant « J'en ai assez quand je donne le bain à mon enfant de 2 ans que ma prothèse tombe dans la baignoire. » Et c'est pour ça que je veux de reconstruction. Et ça m'émeut encore de dire aujourd'hui. Bon, alors, à quelle étape du traitement du cancer? On n'attend plus la guérison, On attend plus 5 ans. on attend la rémission, ou alors on dit on peut commencer tout de suite après Oui. si... Non, si on décide de mettre une prothèse, on attend 6 mois après la fin d'une chimiothérapie et 1 an après la fin d'une irradiation. Et ça dépend de la technique que l'on utilise. J'ai une question, qu'est-ce que la radiothérapie est une contre-indication à la pose d'une prothèse? Non. Non. Ce n'est pas une contre-indication, mais il faut savoir que le taux de rétraction autour d'un tissu irradié est plus important. Donc, en fait, une reconstruction, très simplement, c'est la quantité et la qualité de la peau qui reste. De bonne qualité en quantité suffisante, on fait un avancement, on peut mettre un implant, il ne manque que le volume. À l'opposé, très mauvaise qualité, pas assez de quantité, on va chercher un lambeau qui va soit suffire seul, soit ajouter un implant pour le volume. Je vois Rémi se C'est saisir. schématique. Hein. Je suis Mettez-la bien devant assez vous. opposé à l'idée de mettre des prothèses seules de reconstruction, parce qu'il faut que ces prothèses soient mises derrière le muscle grand pectoral. Oui. Pour qu'elles soient couvertes. Si on met une prothèse juste sous la peau, encore que maintenant ça commence à se faire, mais si on met une prothèse derrière un muscle, le muscle, il n'est pas content. Il tire et il a du mal à se distendre. Et si le muscle a été irradié, il va se distendre d'autant plus mal, et vous allez avoir un sein qui va avoir une forme de courbe de Gauss. Et c'est très laid. Donc moi, je pense que la pose simple d'une prothèse après radiothérapie, ça ne donne pas de bons résultats. Alors, Nathalie Bricou, qui elle a saisi une autre prothèse. Quand on peut pas mettre mettons, un implant anatomique, on va effectivement mettre toujours en reconstruction de toute façon l'implant derrière le muscle pectoral, mais qui ne couvre pas tout l'implant. Il va couvrir la partie supérieure. Et avec un implant rond, ça va nous rendre service, à condition de choisir le bon diamètre, la bonne consistance, le bon volume, car ça va aplatir la partie supérieure de l'implant, à condition que le pectoral soit assez haut et contribuer à donner une forme naturelle. Pour moi, ce n'est pas une question de pectoral, c'est une question d'ensemble d'irradiation et de tolérance des tissus. Je ne jugerai pas de votre On Mais bon. remplace actuellement une partie des muscles pectoraux par des membranes, mais la radiothérapie n'est pas l'ami des prothèses, Alors, globalement. Ni du lipofilling. On va parler juste Ah, quelques si, secondes de
de ce type de cancer, BRCA1 et 2, qui font que des femmes anticipent. Elles n'ont pas de cancer, mais elles veulent plus se soucier de ce problème des mammographies, et elles se font retirer les 2 seins. Bien évidemment, à ce moment-là, c'est du travail esthétique immédiat. Et psychologique très important. C'est-à-dire psychologique. Parce que les femmes disent « Ah ben voilà, je vais au bloc opératoire avec des seins normaux, qui ne sont même pas malades. Ouais. Et si on ne prend pas un gros travail de prise en charge, d'explication et de vérifier qu'elles comprennent, elles vont quand même sortir du bloc opératoire avec quelque chose de complètement différent, insensible. Pardon ? Peut-être mieux. Parfois mieux, mais pas toujours. Oui. On va faire tout ce mais qu'on insensible, on perd la sensibilité oui, quand parce on met... que si la mammectomie est parfaitement faite dans le plan, au ras du plan sous-cutané, il y a une sensibilité de protection qui revient, mais une sensibilité Toutes érogène... les femmes qui ont des prothèses n'ont plus des mamelons sensibles. Non, je parle de mammectomie prophylactique. Ah oui, d'accord, oui. Donc c'est dur pour une jeune femme qui sait qu'elle a une épée de Damoclès au-dessous de la tête. Donc elle y va, évidemment, elle y va quand même à reculons. Ouais. Elle y va aussi la fleur au fusil en disant « j'aimerais me réveiller avec des seins magnifiques ». De temps en temps, ça va être mieux, mais c'est de toute façon un corps étranger, c'est pas à elle, c'est insensible, et elle n'était pas malade. Ouais. Celle qui a eu un cancer, c'est déjà presque un peu plus facile, c'est réparer les dégâts. Et donc, ça marche bien. Il y a des bons résultats et des mauvais résultats qui dépendent aussi de la morphologie de départ, mais et puis il faut du vraiment chirurgien aussi. Vous vous vendez pas assez, vous, les chirurgiens. On va faire de notre mieux. Mais la presse est quand même inondée de photos effroyables, donc de chirurgie esthétique. C'est un vrai métier. Donc, c'est un vrai métier, quoi. Oui. Vous, par exemple, vous faisiez, Rémi, vous faisiez que du sein ou vous faisiez... Moi, j'ai fait dans la deuxième partie de ma carrière que du sein. Mais on peut... Il y a 2 solutions. C'est-à-dire que vous pouvez faire la cancérologie du sein et avoir une équipe dans laquelle la partie purement esthétique est faite par un chirurgien plasticien. D'accord. Et puis, vous pouvez avoir des chirurgiens plasticiens formés à la cancérologie qui vont faire à la fois la cancérologie et l'esthétique. C'est votre cas, vous, Nathalie Bricou. Vous n'intervenez pas sur la phase aiguë du cancer du sein. Vous intervenez sur la reconstruction. Ça m'arrive dans certaines indications de pouvoir le faire, mais dans d'autres cas, je m'associe à quelqu'un. Bon, écoutez, le temps passe. On a déjà 2 minutes de retard, je vous le signale. Et on va terminer sur la dernière partie qui était de dire quelques éléments. Oh là 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 là, on a plein de questions qui arrivent. Comment on choisit une prothèse ? Est-ce que le service commercial le plus attractif est celui qui gagne ? Vous allez répondre non. Pas, en tout cas, je ne suis pas sensible à ce genre d'argument. Non, mais on a plutôt l'habitude de travailler avec un certain type de matériel. Et vous touchez un peu plus d'argent sur certaines prothèses ou pas ? Je sais pas. Non. C'est-à-dire que vous les achetez des prothèses moins chères. Non, je n'achète jamais les prothèses. Ça se passait peut-être pour PIP, justement. Oui, justement, d'accord. Est-ce que justement, là, la question que j'avais prévue, vous avez pas répondu, est-ce que c'est en rapport avec la forme et le volume des prothèses ? Il y a des indications de certaines formes, rondes ou anatomiques, et rondes de profils différents de volume, selon chaque morphologie. Et puis j'avais prévu de vous parler de la graisse et de la durée de vie d'un implant, mais je crois qu'on l'a déjà dit, durée de vie, vous n'avez pas donné de... Une moyenne de dizaines d'années, toute forme, toute indication, tout fabricant, tout type confondu. Mais c'est juste pour rappeler aux patientes, faites-vous surveiller. Mais si j'ai des implants gonflables qui ont 29 ans de recul que je n'ai pas touché, simplement où je les ai changés parce que la morphologie de la patiente s'est modifiée. Bon. Et dernière chose, la graisse, on a bien compris que vous étiez arrivé à une espèce de consensus disant un peu de graisse plus un implant, on est dans le Graal de la prothèse. Oui, ou parfois... Oui, on est dans le Graal de la prothèse, mais moi, je deviens de plus en plus lipofilling. Ah bon ? D'accord. Bon, écoutez. Moi, en complément, mais en lipofilling seul. Il y a un débat, chacun ses Après, ça dépend aussi de la taille du sein. C'est-à-dire que si vous avez justement le mannequin vedette et qui veut des bonnets C, puisqu'on est très familier des bonnets quand on fait de la chirurgie du sein, ça va devenir compliqué. Mais si vous avez une femme relativement ronde et des seins qui ne sont pas trop gros, le lipofilling est une alternative intéressante. Yvon de Cotte en régie, il est 20h pile, c'est exactement le moment où on pose vos questions. Alors, changement de prothèse à faire plutôt avant grossesse ou après ? S'il est intact, il faut attendre la grossesse. Après la grossesse. Hein. Non, mais alors, la réponse, pas, je vous pose la question telle qu'elle m'arrive. La réponse est après la grossesse. Après la grossesse. Et surtout si la femme a allaité. Ça va être le même médecin qui dit aucun risque d'allaiter avec une prothèse pour le bébé ? Ça n'a aucun. Mais impossibilité ou pas, selon la voie d'abord.
Ah oui, plus ou moins c'était facile. Ouais, c'est-à-dire que vous avez gardé le... La voie aréolaire peut avoir coupé les galactophores, ça peut très bien marcher quand même. La voie sous mammaire... Elle ne souffre pas, la femme qui ne peut pas évacuer le lait qu'elle est en train de fabriquer? Si, c'est un engorgement mammaire. Ah oui. Mais on peut avoir un engorgement même sans prothèse. Elles ont mal aussi. C'est pareil, c'est vrai. C'est une très grande logique. Je vous remercie de l'avoir... Vous avez raison. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Parce que elles viennent toutes sur la marque Allergan, donc ça devient un sale temps pour eux quand même. Hein. Ah, le tatouage. Une question sur le tatouage. C'est une technique esthétiquement intéressante. J'ai entendu parler de tatouage en 3 dimensions. On fait ça où? J'espère qu'on ne le fait pas dans un magasin de tatouage. Non, c'est une illusion d'optique. Ouais. C'est-à-dire qu'un tatouage seul ne remplace jamais de faire une aréole et le relief d'un mamelon. Par contre, tatouer une greffe est un moyen d'avoir une couleur pérenne à long terme. Ouais. Et puis, il y a eu pas mal de choses dans la presse sur ces tatouages en 3 dimensions qui sont en fait l'équivalent d'un trompe-l'œil en peinture. Oui, c'est juste un trompe-l'œil, Oui. en fin de compte. Bon, et ça se fait faire où? C'est un tatouage dans un magasin ou Non, vous avez non, dans votre blog quelqu'un qui vient faire le tatouage? Non. Je les envoie et effectivement, la personne qui parle des tatouages en 3 dimensions, qui fait d'ailleurs des choses sublimes, est quelqu'un de complètement indépendant, mais qui n'est pas médecin, mais qui les fait très bien. Simplement, il y a quand même c'est un trompe-l'œil, c'est une tricherie de dire que ça va être une 3 dimensions. C'est une illusion d'optique. Et de toute façon, une reconstruction de mamelon ne récupère jamais la sensibilité. Non. J'ai remarqué que les témoignages de mes patientes sont très différents en ce qui concerne la douleur. Est-ce que c'est opérateur dépendant? Et quelle antalgie donner? D'ailleurs, ça dure combien de temps? Et combien de temps on doit attendre avant de vous retourner la patiente? C'est d'abord terrain dépendant, c'est-à-dire que s'il y a des tissus très tendus, c'est évident que ça va être plus douloureux, surtout si on veut mettre dans le cas d'un implant, un implant volumineux. Ensuite, ça peut être terrain dépendant sur le plan du psychisme, c'est-à-dire qu'une patiente qui n'a jamais accepté sa mammectomie va difficilement accepter la reconstruction puisqu'elle n'existe pas. Il n'y a pas eu et donc elle va forcément être plus douloureuse. Et puis il y a des techniques plus ou moins douloureuses. Et vous ne répondez pas opérateur dépendant un petit peu? Je pense que si on opère avec douceur et tact, on a des suites plus simples. Que combien de temps le médecin généraliste doit supporter que sa patiente ait mal avant de la renvoyer? Il ne faut jamais que le médecin généraliste supporte. Il donne quoi comme antalgie? Il faut donner des antalgiques adaptés et efficaces. Ouais. Mais si ça ne marche pas, renvoyer assez vite. Et si ça ne marche pas, on renvoyait au chirurgien. Il y a un grand ennemi aussi de la reconstruction, c'est le tabac. Ah oui. Le tabac, c'est mauvais pour tout, mais c'est encore plus mauvais pour les reconstructions, quelle que soit la technique, que ce soit du lipofilling, que ce soit des prothèses ou que ce soit des lambeaux. Donc, et ça marche aussi pour les femmes non construction. Tout à fait, c'est une catastrophe en chirurgie esthétique. Oui, mais le tabac, c'est vraiment l'ennemi. Et alors, on dit aux femmes, arrêtez de fumer quelques mois avant, mais ce n'est pas quelques mois avant que vous pour la vie. C'est 20 ans. Ouais, voilà. Alors, j'ai le souvenir d'une excellente émission avec le docteur Nathalie Bricou. D'ailleurs, cela ne m'étonne pas, vu que mes patientes me disent que ces délais d'intervention sont longs. Enfin, vos délais pour vous avoir, je suppose, un rendez-vous. Concrètement, on fait comment pour trouver un bon chirurgien? C'est pour éviter d'avoir beaucoup de monde la semaine prochaine, l'un et l'autre. Je ne sais pas. Il y a des listes, vous avez entre vous comment... Il faut vérifier que d'abord... qu'il est bien chirurgien. Non, mais qu'il est bien chirurgien, qu'il a une expérience. Vous dites, est-ce que vous pouvez dire, sans vexer vos confrères, vaut mieux faire un chirurgien qui fait que du sein plutôt que quelqu'un qui fait un peu de tout? Ah c'est fini, l'époque du chirurgien généraliste qui faisait une vésicule. Non, je parle dans l'esthétique. En esthétique, les gens qui font de la reconstruction mammaire deviennent une espèce de sous-spécialisée. Non, je fais que de la chirurgie du sein. Faites de l'oreille? Non, que de la chirurgie du sein depuis 30 ans. Bon, donc on peut déjà donner un oui, alors il y avait la question derrière. Est-ce que un spécialiste de cet organe est indispensable ou tu chirurgien plastique est capable? Voilà, bon. C'est une technique qui est en évolution permanente. Donc, c'est l'association justement de ces lipofillings, des prothèses, des lambeaux, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 10 ans. Et si vous ne vous formez pas en permanence, vous n'êtes plus capable de proposer les techniques adaptées en fonction d'une patiente. Vous appliquez votre technique à une patiente et non pas une technique adaptée à la patiente. La reconstruction, est-ce vraiment une spécialité à part? Et est-ce qu'il vaut mieux se faire conseiller là par une équipe de cancérologie pour trouver un chirurgien reconstructeur? À mon avis, oui. Vous avez tous si vous avez des collègues qui font essentiellement de la plastique, mais
En effet, il ne faut pas qu'il fasse une oreille, le nez et... Par exemple, vous venez de l'Institut Curie, alors on dit toujours qu'à l'époque où il y avait déjà des prix Nobel à Curie, c'est quoi? Il y avait des champs au niveau de... Non, dites pas ça. Gustave Roussy n'était pas construit. Non, mais Bon, on a des amis qui ça va faire... alors, non, mais bon... on ne faisait pas de reconstruction à cette époque-là. Oui, vous ne faisiez pas de reconstruction, mais maintenant vous avez des équipes de reconstruction à plein temps dans vos... bien sûr. Donc vous ne faites plus appel aux constructeurs extérieurs comme Nathalie Bricou. Non, mais c'est deux choses différentes. Vous avez des équipes institutionnelles dans lesquelles on fait de la formation. Alors, qui vous envoie les et patients? puis après, c'est un système privé à côté des services institutionnels. Il y a parfois, il y a un réseau de cancérologues. Tout n'est pas éclusé dans les centres anticancéreux non plus, si je puis dire. Et puis par le oui-dire, les bouches à oreille. D'accord. Alors, beaucoup de questions sur l'argent. D'abord, est-ce que la reconstruction est prise en charge? Quand vous êtes... oui, bien sûr, il y a une prise en charge de base par la sécurité sociale. Quand vous êtes dans un établissement... C'est comme les lunettes, c'est-à-dire que non, vous avez la prothèse de Non. gauche et pas la prothèse de droite? Quand vous êtes dans un établissement hospitalier, il n'y a jamais de complément d'honoraires pour le chirurgien. Il est salarié, mais il n'a aucun frais. D'accord. Bon. Quand vous êtes en ville, vous êtes une petite entreprise, une PME avec le seul artisan qui règle son aide opératoire, sa secrétaire, un loyer, des frais de bloc, une compte. Bon. Expliquez-nous, si on va chez vous, ça coûte de l'argent? Eh bien, ça coûte de l'argent parce que la sécurité sociale n'a pas réévalué les honoraires des chirurgiens depuis 30 ans. Ouais. Donc vous avez une reconstruction qui vous prend 4 heures et 15 ans d'études et 30 ans d'expérience. Et la sécurité sociale vous paye royalement 380 €. Vous avez 80% de frais, il reste pour vous 76 Donc, soyons clairs. €. Oui, ça coûte de l'argent. Mais les mutuelles sont censées suivre. Elles ne si ça suivent se plus. fait à Curie, c'est quelque part gratuit. Oui. Et si c'est en privé, Oui, parce que j'ai une entreprise à faire vivre. Oui, enfin, sauf si vous avez des mutuelles adaptées qui prennent en charge ces compléments les mutuelles, on d'honoraires. sait ce qu'elles deviennent. Maintenant, il ne faut jamais oublier que avec certaines patientes, alors que elles sont à ce qu'on appelle l'ALD 30, affection de longue durée reconnue 30, ça veut dire qu'on ne paye pas les tickets modérateurs. Des patients ne comprennent pas qu'il y a des choses qui continuent à leur coûter de l'argent. Mais d'être malade, globalement, ça coûte de l'argent, quoi qu'on fasse. Et sur faire les seins, donc si on ne va pas à Curie, ça coûte combien? Ça dépend de la technique que j'ai employée. Il n'y a pas de prix moyen, quoi. Et puis, il n'y a pas que celui qui est à refaire, il y a l'autre. Oui, bien sûr. Bon, écoutez, on établit des devis. Vous faites des devis, c'est ça. Et les devis, comme tous les devis, ça se discute. C'est une obligation légale et la patiente le fournit à sa mutuelle et voit de combien elle est remboursée. Là, elle se rend compte que les mutuelles, c'est plus tout à fait ce qu'on leur fait croire. D'accord. Et après, vous ne mettez pas les prothèses devant en disant celle-là coûte tant, celle-là non. Mais la prothèse est prise en charge par la Sécu. Ah oui. Et d'ailleurs, quelle qu'elle soit. Oui, les lisses sont acceptées maintenant. Ouais. Oui, la plupart des prothèses, elles ont un agrément. C'est pour ça que la Sécu ne doit pas être contente de ce qui arrive avec les Par contre, dans les prothèses, établissements hospitaliers, c'est le pharmacien qui décide en grande partie de... Vous ne pouvez pas avoir le choix du tout, si. Oui, enfin, ça va mieux maintenant. Je vais vous dire une chose. Contrairement à ce que vous pensiez, l'émission est presque terminée. On est arrivé au moment des conclusions. Alors, si ça ne vous dérange pas, Rémi Salmon, en honneur aux femmes, on va demander à Nathalie Bricou sa conclusion de cette émission. Et puis après, vous nous ferez le take-home message. Comme on dit aux États-Unis, le message à ramener à la maison. Je vous écoute. Être vigilant sur les plans allergants, calmer le jeu, rappeler aux patients de se faire suivre régulièrement et qu'un lymphome n'est pas silencieux. C'est un sein soit qui augmente brutalement de volume, qui a une réaction inflammatoire ou un nodule, donc c'est une raison pour laquelle on va consulter. Même pour les patientes qui ont des implants allergants, il n'est pas licite de les retirer systématiquement alors qu'elles vont bien. Bon, bah écoutez, elle n'a pas laissé beaucoup d'espace pour une conclusion. 30 secondes. Ouais, non, il va falloir être très très bon, mais parce que, moi, ce que j'ai envie d'entendre de vous, c'est de dire, on n'est pas encore au pic de l'utilisation de vos techniques, quoi. Il y a encore beaucoup de choses à faire, en particulier en reconstruction. Ça évolue tout le temps. Donc il faut aller voir des gens qui en font tout le temps pour qu'on puisse bénéficier des meilleures techniques et qu'on ait aussi du recul. Il faut aussi voir des gens qui ont toutes les techniques en main. C'est-à-dire que si vous allez voir un chirurgien qui a une seule technique, il va appliquer cette technique. Ils savent tous faire tout. Non. Ah bon? Il y a des techniques qui peuvent être plus ou moins compliquées.
Et C'est dur de demander un catalogue quand même. Comment... non, mais on discute avec son médecin. Si c'est de la reconstruction Alors, secondaire, on a du temps. Justement, il y a une dernière question qui va aller dans le sens qu'on ne répondra plus qu'à cette question-là. Au bout de combien de temps après un cancer, on peut envisager de faire une reconstruction? C'est-à-dire, je pense que c'est une femme jeune, le cas d'une femme jeune qui, sur le moment, n'a pas voulu, puis à 40, 50 ans, elle a envie de se refaire faire les seins. Et de se les faire faire quand elle veut. Et il n'y a pas vraiment d'âge limite pour une reconstruction mammaire. Et même, on peut reconstruire des patientes qui ont une évolution métastatique de leur cancer. Parce qu'il y a des traitements qui contrôlent extrêmement bien la maladie et il n'y a pas de raison de les laisser asymétriques sous prétexte que... Voilà. Merci à vous deux. Je vous rappelle l'adresse mail des Jeudis de la Formation pour vos commentaires et suggestions et vos questions, jdflemoine@gmail.com. Pour revoir nos émissions, en faire profiter vos collègues, il suffit d'aller bien sûr sur le site de Fréquence Médicale, mais surtout sur la chaîne YouTube Fréquence Médicale. Vous verrez, toutes nos émissions, pas que celles des JDF, sont là. Puis n'oubliez pas de les liker, pouce levé. C'est ça qui fait monter l'audience. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier JDF de l'année. Oui, on ne vous en a pas fait entre les réveillons. Hein. On consacrera ce JDF au problème de l'ophtalmologie de tous les jours. Nos confrères spécialistes deviennent rares et il n'est pas inutile d'apprendre quelques notions pour les médecins traitants. Allez, en attendant de vous retrouver, portez-vous bien.